Et nous voilà dans une nouvelle saison, nouvelle recette pour le meilleur podcast sur l'univers de la production audiovisuelle. Je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette. Alors sans plus attendre, allons-y et c'est parti avec Patience Priso, notre invitée pour cet épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Productrice, réalisatrice, directrice de la photo et gestionnaire de société de production, voici la brillante et entreprenante Patience Priso. Patience, bonjour. Bonjour Virginie. Est-ce que ça va ? Ça va, très bien. Donc voilà, je t'accueille ici dans mon studio, t'as vu, on est bien installés. On est super bien installés, je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation. Donc écoute, merci d'avoir accepté de cette interview, ce nouveau format interview. Donc comme tu le sais, voilà, je suis une passionnée de production audiovisuelle. J'ai bien trempé mes bras jusqu'au coude, voire aux épaules. Et donc voilà, je suis ravie de faire cet épisode avec toi et qu'on en sache un petit peu plus sur ton parcours, qui tu es et donc ce que tu as pu expérimenter dans la production audiovisuelle. Donc je rappelle juste le déroulé, je te laisse te présenter comme tu veux, c'est toi qui gères. Et après, l'idée, c'est de partager en fait une bonne recette. Donc finalement, ça peut être n'importe quoi, une bonne méthode, un super projet qui s'est bien passé, une super expérience qui t'a vraiment apporté beaucoup de choses positives, concrètes, et une mauvaise recette, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend beaucoup. Et à toi après de nous faire l'analyse dessus. Bien sûr, on en discutera ensemble et voilà, pour pouvoir permettre à nos auditeurs d'avoir toujours un panel d'alertes rouges, de red flags, un système d'alerte efficace dans ce métier passionnant mais ô combien particulier. Donc Patience, à toi la parole. Je te laisse te présenter. Alors, je suis Patience Priso. Ça fait 20 ans que je navigue dans l'industrie audiovisuelle, que ce soit en France ou à l'international. J'ai commencé par des études en Angleterre, en film TV production. C'était un parcours de 3 ans où je me suis spécialisée dans la lumière et j'ai découvert la lumière, l'industrie. Et je suis tombée amoureuse de l'audiovisuel, du cinéma, du storytelling parce que j'avais un message qui me tient à cœur jusqu'à maintenant, un message à faire passer. Je trouvais que c'était le meilleur médium. Donc, en Angleterre, j'ai découvert une industrie avec beaucoup d'opportunités, un dynamisme, une approche créative et à la fois pratique et très business. Et donc, moi, j'ai appris comme ça, le côté créatif et business. Et je suis revenue en France. C'était un contraste assez fort parce que c'était beaucoup plus traditionnel. Il n'y avait pas une approche d'innovation et de diversité comme je l'avais appris là-bas. Et en plus, il y avait des méthodes sélectives, un réseau opaque, les fameux codes. C'était très dur d'identifier comment on sélectionnait les talents et comment on regardait nos compétences, au fait. Et donc, j'ai connu les premières barrières en créant mon entreprise, et puis même déjà en termes de carrière, en tant que DOP, être une femme noire en tant que directrice de la photo, avoir les premiers postes d'assistante si tu n'as pas fait lumière, si tu n'as pas fait certains types d'écoles, et on n'y croit pas. Alors que j'avais déjà tourné un premier long métrage. Et donc, j'ai fait lumière. J'ai compris qu'en France, il fallait des diplômes. C'est comme ça que je pense que j'ai continué à tout le temps me former pour avoir les compétences, les certifications. Et aussi, après, quand j'ai commencé à faire de la production, à être entrepreneuse, j'avais très envie de mettre en lumière mon côté multiculturel. Pas qu'ethnique. Il y avait aussi le fait que voilà, j'ai grandi dans le 93. Je trouve que j'ai eu la meilleure formation de terrain en étant dans des banlieues
pas simple, mais ça a créé déjà un muscle de la niaque, du travail et de non-déterminisme, en fait. Donc, moi, voilà comment je me présente aujourd'hui. Je suis une créative entrepreneuse. J'aime la partie créative, j'adore la partie business également parce que ça fait partie de notre industrie. C'est avec cet état d'esprit, je pense que je vais faire court. Voilà, j'ai eu différentes vies professionnelles qui sont passées autant. Donc, je suis passée autant de l'écriture à la réalisation, à la production, à la direction photo. Et sur les 7 dernières années, là, on pourrait dire 10 dernières années, je me suis concentrée sur la mise en relation, réseau, communication, organisation d'événements professionnels. Ça, c'était aussi des boulots plus 9 to 5 corporate et business qui pour moi étaient essentiels pour travailler dans un bon état d'esprit. Oui, oui. Et voilà. Et voilà, j'ai été repérée. Ma dernière aventure a été à Netflix. Je dirais que ça a été un game changer de dingue, accélérateur. J'ai l'impression d'avoir fait un saut, un bond dans le temps et dans un monde voilà, entre la France et les États-Unis en termes d'industrie, de mindset. La France, c'est peut-être l'international aussi, finalement, c'est-à-dire... Clairement, c'est-à-dire, je me définis vraiment comme quelqu'un qui a une culture, business et créative. Mais c'est cohérent avec ton parcours, parce que quand tu dis au début que finalement, tu as eu la formation UK, tu vois, qui a déjà un regard plus vers l'international, certes facilité par la langue, mais quand même aussi dans la méthode et les process, et que tu as dû te réadapter à quelque chose de très entre-soi, organisé par des castes sur le terrain français. C'est presque hyper contraignant. Donc finalement, cette réouverture avec Netflix, j'imagine qu'au début, c'était un peu un retour d'oxygène, tu vois, dans ta mentalité qui était déjà plus à l'international que sur le très local. Tu l'as très bien formulé. C'était vraiment ça. Je me suis dit, tiens, je suis en France, mais j'étais à l'étranger. J'ai embrassé la culture. J'ai lu... je la connaissais avant d'être recrutée à Netflix. Je me dis, mais c'est mes valeurs, c'est plus proche de ta manière d'appréhender la prod. Exactement. Quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, par exemple, c'est une phrase qui est on n'est pas là pour travailler en famille, on travaille en équipe. Oui, bah oui. Et quand on voit qu'en France, on est famille du cinéma. Voilà, consanguin à mort. Consanguin. Là où, en plus, je viens du sport d'équipe, donc forcément, ça me parlait. C'est-à-dire, à un moment, on travaille en équipe, on gagne en équipe. Donc, collaboratif, des valeurs, le fair play, la méritocratie. Donc, ça rejoint l'intégrer. Tes valeurs voilà, à toi. Mes valeurs. Et que le perso et pro. Voilà. Et finalement, ça s'est arrêté. C'était ton choix quand même ou tu as estimé... Oui. Non, ça, c'est quelque chose qui était clair aussi. C'était dès le départ. C'est un programme, en fait. Donc, on renouvelle ou pas. D'accord. Et c'est donc le in success, comme on dirait. Alors, je vais faire beaucoup de franco-anglais. Hein. Ça y est, là, tu m'as lancé à Virginie. On fera un petit lexique à la fin. Exactement. Donc, in success. Donc, voilà, il y avait des critères de succès de ce programme. Je l'explique rapidement. Oui, moi je trouve ça intéressant parce que c'est une autre manière d'appréhender la production. Donc c'est-à-dire qu'en gros, Netflix te repère, te propose d'intégrer leur programme, leur entreprise pour développer un programme. Et finalement, tu as plusieurs options. Soit tu restes le temps d'un projet et voilà, de toute manière, il y a des critères j'imagine, de validation de succès, comme tu dis, propres à l'entreprise. Une fois que tout est OK, parfait, tout le monde est content, soit tu restes, soit tu pars. Soit tu restes et tu évolues, soit tu... C'est ça, exactement. En fait, il y a beaucoup d'options. Pour l'historique, je tiens à signaler, c'est vrai que j'ai été repérée parce qu'on m'a recommandé. Ça, c'est quelque chose, on reviendra dessus à la fin. Dans la cooptation. La cooptation, c'est important. Donc, je remercie encore Catherine Jean-Joseph de l'avoir fait parce qu'en 20 ans dans l'industrie, je n'avais pas eu beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je ne peux pas donner des noms de gens qui m'ont recommandé pour ce type de poste. Et d'ailleurs, ça prouve l'importance de le faire. De le faire, d'avoir une veille comme ça sur les talents et de pouvoir les recommander. C'est hyper important et de continuer à ouvrir la porte. Oui. Et ça, c'est un message qu'elle m'a donné. Elle m'a dit, je t'ouvre la porte, parce qu'on ne se connaissait pas non plus très bien. Oui. Donc, elle l'a fait par méritocratie en disant, tu es la meilleure personne, mais toi-même, tu dois repérer les meilleures personnes
pour les opportunités qu'il y aura dans cet incubateur. Et j'ai créé avec les 3 autres, donc j'étais entourée d'un showrunner américain, un producteur français. On était sur ces critères-là, très objectifs, bon, très à l'américaine, hein. On veut les meilleurs. Oui. Il s'est avéré que dans ces meilleurs, il y avait une belle diversité, mais parce que pour les gens issus de la diversité, comme on dit, ben, ils travaillent beaucoup plus pour se donner des opportunités. Ils parlaient tous anglais. De manière bilingue, parce qu'ils ont eu l'information qu'ils ne trouvaient pas en France, sûrement dans des contenus et des ressources de formation à l'international, donc en anglais. Et au fur et à mesure, tu développes finalement une expérience et une expertise anglo-saxonne. Un professionnalisme. Un professionnalisme, exactement. Okay. Donc, voilà. L'incubateur, c'était ça, c'est créer, essayer de trouver cette méthode, en fait, qui résume mon parcours, c'est naviguer en France avec des méthodes américaines industrielles de création de contenu, donc de séries, de shows, d'entertainment, avec cette culture française qui, est-ce qu'elle aime l'entertainment, ça pourra être un sujet, mais en tout cas, comment faire de l'entertainment tout en racontant son histoire, en passant des messages sociétaux, en faisant... voilà, en puisant dans le vivier même des histoires en France, quoi, simplement. Dans le vivier, garder une authenticité, comment faire cette conduite de projet, de show, du pitch à l'écran, en management de talent, en management de la création. C'est ça. Et l'avantage aux États-Unis, chez les anglo-saxons, ils ont créé des process, ils ont structuré tout ça, la création. Bon. Il y a des étapes, enfin voilà, on va y revenir, mais en tout cas, ça correspondait franchement, je dirais, à 150% à mon parcours et à ce que je voulais faire. Donc, même avec cohérent, ça arrivait au bon moment et ça arrivait sur la bonne personne, donc toi en l'occurrence. Et là, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu te projettes, quel est l'avenir, quels sont les... Enfin, si on peut le dire sans divulgacher, sans spoiler, comme on dit à l'anglaise. C'est bien, on est dans le franco-anglais. Alors, justement, juste après, à la fin, quand le programme n'a pas été renouvelé, je suis passée consultante pendant quelques mois. Donc, premier client Netflix, j'ai créé. Super. Et donc, ma boîte de consulting, voilà. Super. Créative Océan Bleu. Donc, Créative Océan Bleu parce que c'est la stratégie d'Océan Bleu de positionnement. Donc, très business. Je vous invite à aller voir cette stratégie. Ok, Créative Océan Bleu. Exactement. Je vous mettrai les liens en dessous, comme je fais les récaps sur les épisodes podcast tuto, on va dire. Pour les interviews, on mettra tous les liens en dessous aussi. Merci. Ce sera plus simple. Merci Virginie. C'est normal. Je suis émue d'être là, désolée. Et voilà. Et donc je continue le travail, en fait. C'est pas parce que le programme a arrêté d'être financé et d'exister que... C'était qu'une étape. C'était une étape et le travail est nécessaire. On a identifié plus de 200 talents qui ont été recommandés par plus de 50 professionnels. Donc, moi, je crois vraiment aux talents français sur le terrain. Il y a des beaux talents en France et j'y tiens. Donc, ces formations, ce conseil, il est nécessaire. Je fais le pont avec Créative Océan Bleu, avec les bonnes personnes. Je suis vraiment milite pour l'authenticité et la méritocratie, et donc, mais aussi le travail, voilà, l'éthique de travail, le fair play dans notre industrie. Donc ça, on va dire, c'est l'ADN de la boîte qui sera entourée d'autres experts qui partagent les valeurs qu'on a ensemble et on va transmettre, mais aux bonnes personnes aussi. Voilà. Oui. Et c'est tripartite. D'accord. C'est vraiment dans une idée de... moi, je fais de la danse. Donc, c'est comment on fait danser les talents ensemble, créatifs et les professionnels. D'accord. Et on fait une belle chorégraphie. À la fin, ça doit être propre. Oui. Synchrone. Ouais, synchrone. La synchronisation. Donc, écoute, Patience, merci. Alors, peut-être que les gens qui écoutent mon podcast ne se rendent pas compte encore à quel point c'est nécessaire ce que tu es en train de faire. Et je te remercie aussi pour ce partage parce que c'est tout frais, c'est tout récent. Donc, on est vraiment sur une info très fraîche. Mais en tout cas, moi, ce que je note, c'est vraiment ton engagement
et ta passion pour créer cette harmonie entre les différents acteurs qui permettent finalement à la fin de donner vie à des belles productions, à des beaux projets, à des beaux produits. Je sais que c'est un mot qui est encore un peu tabou, mais c'est vraiment la finalité, c'est d'avoir des produits de qualité parce que derrière, on arrive à repérer des talents, on arrive à les former aussi, on arrive à les enrichir entre eux, à les accompagner par un travail d'équipe. Et toi, finalement, ton job, c'est de créer la toile, je dirais, presque le fil conducteur entre tous ces acteurs, ces actrices, pour permettre justement cette harmonie qui donnera un projet plaisant, de qualité à la fin. C'est parce que j'ai été à la place des différentes personnes, en fait. J'ai été créatrice, j'ai voulu vendre. J'ai vendu ou je devais vendre en tant que productrice. J'ai été acheteuse, j'ai été celle qui donnait des jobs, qui repérait des talents, qui donnait des opportunités. Et cette vision 360, à un moment, j'ai aussi vu où est-ce qu'on communiquait mal, où est-ce que les informations se perdaient, la création se perdait, la vision se perdait dans le projet. Et je pense clairement avoir identifié les différents canaux pour améliorer ça. Et on est plusieurs professionnels. C'est redonner la bonne place à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Le gâteau est en train de s'agrandir. Il n'est pas en train de se réduire. Ce n'est pas la peine aujourd'hui d'écarter des gens en ayant peur de plus avoir. Oui. Voilà. Donc, alors, merci. Avant de passer à la suite, je rappelle juste ce que tu viens de dire qui est quand même hyper important. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour les bons. Donc, on peut réussir sans forcément venir du sérail ou venir, je dirais, des bonnes familles. On va dire. Et je vais compléter, c'est vrai, parce que quand on dit tout le monde, désolé, c'est pas dans une idée d'être discriminatoire, mais je dis bien tout le monde, tout professionnel qui fait le boulot de l'industrie. C'est-à-dire, à un moment, on ne s'invente pas, c'est des métiers. Et quand je dis tout le monde, c'est de cette industrie, à partir du moment où on crée ça ensemble. Oui, tout demande du travail. Je pense que tous ceux qui écoutent mon podcast l'auront bien compris, parce que mes petits tutos, mine de rien, c'est quand même... on se rend compte que derrière, il y a quand même du lourd. Mais que oui, ce qui est important, c'est d'avoir conscience finalement... moi, en tant que personne, individu dans mon unicité, quelles sont mes casquettes fortes parce que je pense qu'on en a forcément plusieurs, de les mettre dans le bon ordre et après, par rapport à cet ordre, de se donner soi-même les moyens d'avancer, d'évoluer, de progresser. En tout cas, ce qui est sûr, je tiens à le rappeler ici, c'est que dans la production audiovisuelle, tous les métiers sont concernés par le fait qu'on est sans cesse en train d'apprendre, d'évoluer, d'avancer. Encore plus aujourd'hui avec les IA et les avancées sur les logiques, on va dire, algorithmiques. Donc, comment on les intègre aussi à nos métiers? Qu'est-ce que ça va impacter dans notre manière de travailler, de procéder? Enfin, voilà. Bref, on va passer à la suite. Ah ouais, d'accord. C'est passionnant. Bien les points forts, mais tu as tellement raison. C'est ça, voilà, en tout cas, c'est garder en tête que grâce à ton expérience et ce que tu viens de dire, c'est l'exemple flagrant que, voilà, on peut progresser, on avance, ça demande toujours du travail, de la mise à jour, cette capacité à apprendre à se remettre en question, mais à s'adapter vite. Et finalement, ton parcours, à chaque fois, tu t'es adapté à un nouvel environnement avec ses règles et ses coutumes, à des nouveaux process, à des nouvelles manières aussi d'harmoniser les talents entre eux. Donc, c'est comment on s'adapte tout le temps dans la production pour permettre à la production d'évoluer, d'exister. Complètement. Est-ce que je peux compléter l'activité que je fais? Ah donc, oui, il y a avec plaisir. Creative Océan Bleu, c'est vrai. Et avant Creative Océan Bleu, il y a patiencepriso.com. Oui, c'est vrai. Parce que tu parlais des éternelles l'évolution. J'aime beaucoup Terminator. Je considère que je suis un peu une T3. Voilà, je m'adapte. Au casse, je me retransforme. Et voilà, patiencepriso.com, c'est autour de cette expérience que je vais justement... passer l'information, pour moi, c'est très important de transmettre, d'ajouter aussi de la clarté. Toi et moi, on fait ça fait partie de notre mission aussi professionnelle. Donc, je voulais préciser que j'ai on va dire, une proposition aujourd'hui pour permettre de donner ce que je n'ai pas eu moi au début. Oui. Surtout en France, donc de l'information, de la formation, de l'accompagnement, et un mindset, en fait, encore une fois,
pour trouver encore une fois ses points forts Oui, et savoir naviguer, danser dans cette industrie, absolument. mais surtout se positionner parce que on a besoin on a besoin, même pas un peu, de structurer, de hiérarchiser, mais pour le bien de notre industrie, donc et de créer après les bonnes synergies euh, pour anticiper stratégiquement ce qu'on fait, en fait, quand même. Absolument. Voilà. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Je te propose qu'on passe à la suite. Yep. Donc l'idée maintenant, si tu veux bien, c'est de nous partager une bonne recette. Donc à toi de voir comment tu interprètes le terme bonne recette, hein. Comme vous le savez, moi je suis très axée sur la bonne cuisine, hein, les bons petits plats, les bons repas. Et en fait, ça vient souvent quand même des bonnes recettes, donc des bons process ou des bonnes logiques. Donc voilà, est-ce que tu peux nous partager une anecdote ou plusieurs qui illustrent finalement, toi, une des bonnes recettes que tu as gardées et qui t'ont permis finalement d'avancer plus sereinement dans cette industrie? Alors, j'ai noté 3 bonnes recettes, mais je Super. vais garder 3 exemples, pour ce qu'elles m'ont apporté comme enseignement. La première, ça a été sur un 1er court-métrage que j'ai produit. Je dis pas le nom, C'est comme tu veux, c'est toi qui vois, moi tout me va. Warning. Ouais, bon, Comme tu as c'est envie, tu peux un donner court le nom, le titre. je ne suis pas sûre qu'on le retrouve aujourd'hui, mais en fait, c'est l'un des premiers courts-métrages qui était très ambitieux. À l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas le même matériel Oui, qu'aujourd'hui, donc les setups étaient très lourds. Faire un tournage de nuit en hiver, ça demandait énormément ouais. euh, De de préparation, préparation, d'anticipation. d'anticipation, d'équipe. Et donc, ce court-métrage ambitieux, la première fois, c'était vraiment dans le recrutement de l'équipe et de comprendre euh, comment on recrute et pourquoi on recrute, surtout dans une économie de court-métrage. C'est d'embarquer les professionnels à donner le meilleur alors qu'il n'y a pas d'argent, on va se le Oui. dire, il y a très peu d'argent. Et à ce moment-là, je me rappelle on avait recruté un régisseur junior en se disant, bon, il sort d'école, ça va, du coup, il est très content de le faire et de pas, ne pas le payer, on n'avait pas forcément les moyens. Sauf que ce régisseur junior, et ben, il prenait que des décisions, parce qu'il était junior, il n'avait pas de pratique et au fait, il nous apportait pas de Ah, solution. oui. Bah, manque Et d'expérience, tout simplement. exactement. Et, et c'était pour l'une des leçons de ça, la bonne recette, c'est quand on a arrêté le tournage à 48 heures du tournage. Ah, C'est d'accord. très, Ok. très dur. On s'est dit, on va aller dans le mur, ça va nous revenir extrêmement cher. Ouais. C'est-à-dire l'économie d'avoir pris un junior sans expérience qui prend des décisions on n'y croyait pas, parce que nous, on avait quand même un peu plus Oui, elles d'expérience. sont paralysées par rapport au projet et à Exactement. sa réalité économique. Eh Ouais. ben, c'était un premier deuil de savoir dire non en se disant mais ça va nous revenir moins cher. On a dû appeler tous les fournisseurs Waouh. à la veille Ah ouais, c'est et dur. reporter, je pense, à presque 6 mois. Ah oui, d'accord. Surtout qu'on voulait à la base, ouais, à peu près 4, 5, 6 mois. Enfin, on voulait tourner en été, donc il y avait aussi à la base. Donc on s'est retrouvé à tourner. Finalement, l'hiver, c'était aussi un bon compromis, hein, parce qu'on avait des nuits plus longues pour Ouais. tourner. Et c'était un tournage de nuit principalement. Et je me rappelle avoir d'avoir rencontré ce régisseur qui, à l'époque, n'exprimait pas, n'exprimait pas clairement pourquoi il hésitait à faire le court-métrage. Pourtant, il était venu, il a dit, j'ai envie de faire ce court-métrage. Le junior. Non, un Celui senior, d'après. celui d'après. D'accord, celui qui a permis le report du projet. Donc lui, il Celui était qui, plus voilà. expérimenté que le junior, qui a fait que 48 heures avant le tournage, on se dit stop, Exactement. ça va nous coûter trop cher. Ouais. Donc on s'arrête, on réorganise l'équipe Mhm. en ayant identifié que justement ce poste-là est un poste clé. Mhm. Et donc comment on recrute la bonne personne. C'était ça Exactement, l'enjeu. ouais. D'accord. Et je me rappelle, à l'époque, c'est quelqu'un d'un autre secteur, on va dire mon beau-père docteur, qui nous a dit, là, les gens, il faut payer. C'est lui qui nous a dit. C'est pas payer, c'est investir. Mm. Une fois que tu as identifié le problème, ce dont tu as besoin, c'est comment tu fais pour l'avoir. Et je fais short, et à ce moment-là, la personne, je voyais... on n'est pas là pour se faire forcément là des amis, on veut les meilleures personnes, hein, avec les bonnes valeurs qui vont faire le job. Mm.
Et à ce moment-là, je comprends que la personne que j'avais envie de recruter, mais je me disais, j'ai pas les moyens. J'ai switché le mindset en disant, bah, comment je revois le budget pour avoir les moyens de lui donner ce dont lui, il a besoin pour faire le projet et être Oui. tranquille parce qu'il avait une vie, des enfants, enfin voilà. Donc forcément, il avait... Et on a réaménagé le budget pour l'avoir lui. D'accord, ok. Et ben, ça a été le meilleur investissement Ouais. du monde parce que c'est passé mes crèmes, tu vois, un tournage de nuit. Il n'avait que des solutions, une gestion. Lui, il s'est senti respecté, Bah oui, apprécié aussi. et, Ouais. et j'étais à son service parce que la production, c'est aussi ça. Une fois que tu n'es plus dans le bureau, tu es sur le terrain Et oui. et s'il faut Ouais. apporter des cafés, tu fais ce qu'il y a à faire, tu trouves des solutions. Et là, j'avais du coup beaucoup appris. J'ai aimé apprendre de quelqu'un de senior. Ouais. Moi, en tant que dire prod à ce moment-là et productrice, j'ai appris sur le terrain comment on fait pour que ce qu'on a vu sur le papier se passe dans la réalité, dans des bonnes conditions. Ouais. Et donc, c'est un tournage premier court-métrage, très bien passé, alors qu'il était très difficile et que du bon souvenir. Et après, ce régisseur est devenu un gros régisseur sur des gros projets. Et il nous disait toujours, il était très fier de ce court-métrage et il en parlait souvent. Et voilà, ça, c'est une anecdote qui m'a, qui forge, qui est structurante dans le démarrage même de choses. Ça m'a vraiment marqué. Ce qui fait que sur un deuxième projet, premier court-métrage que je réalisais et que je savais que je produisais, mais que j'allais pas faire de la production, il y avait cette exigence-là, ça, c'était structurant. Donc, créer ces ingrédients, avoir ces ingrédients-là, s'assurer, c'est quoi le squelette de ce qui va faire que ça va fonctionner pour ton projet. Oui, donc ça t'a permis d'identifier que finalement, le recrutement des bonnes personnes adaptées au projet, c'est quand même le pilier de base pour pouvoir permettre à la production de bien se passer. Exactement. C'est d'avoir des professionnels qui comprennent ce qu'il y a sur le papier, qui comprennent ce que ça va demander dans une réalité de terrain. Et pour emmener à chaque étape, après, ça a été dans un recrutement du bon monteur, du bon XY, enfin à toute étape. Et c'est une phrase qu'après que j'ai découvert à Netflix et que j'adore, mais c'est vraiment tout le monde écrit l'histoire, on fait tous partie. Absolument. Et trouver des professionnels qui ont cette compréhension-là, après le transposer dans leur métier, c'est essentiel. J'ai eu la chance, mais aussi j'ai travaillé sur le deuxième court-métrage. Pas évident. Là aussi, beaucoup de choses de nuit, beaucoup de contraintes, mais une très belle préparation qui a fait que après, tu as du temps pour gérer les problèmes qui vont arriver et les imprévus parce qu'il y en aura toujours. Ça fait partie de la vie, du quotidien. Donc, créer l'espace pour les imprévus. C'est vrai. C'est exactement. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc ça, c'était... En prod, il faut quand même bien intégrer qu'on accepte d'avance qu'on ne peut pas tout contrôler. Et l'équipe technique, généralement, elle a quand même bien conscience de ça. C'est-à-dire que l'expérience terrain... Quand on parle à tous les techniciens, tous les métiers nécessaires à la production, c'est-à-dire tous, ils ont quand même conscience du fait qu'effectivement, il y a ce champ d'imprévu qui est là, qu'on doit intégrer dans nos métiers, dans notre réalité, pour les accepter et bien réagir avec. Mais il y en aura toujours. Et là où moi, l'image que j'aime bien de la prod aussi, tu vas me dire si ça te parle, c'est que en fait, la prépa, mine de rien, c'est là où on donne 80% de notre force, parce que c'est l'enjeu, il est là, sur comment on va trouver les moyens techniques, financiers, humains pour permettre à la production de se faire. Une fois que c'est fait, on écrit finalement la partition musicale, la recette, on va dire, avec l'équipe technique qu'on a recrutée, puisque sans eux, on ne peut pas finaliser cette écriture-là. Et une fois que c'est fait, on rentre en fabrication. Là, on sait qu'il y a cet inconnu qui rôde, qui tourne autour de nous, qui va un peu vouloir venir à un moment se jeter dans le potage pour essayer de tout gâcher. Mais en tant que bonne productrice, on est prête, en mode pompier, avec nos extincteurs, à agir dès que possible. C'est là où tu disais, je me mets au service de l'équipe. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a cette bascule. Complètement. Au départ, on est vraiment très, très, très responsable, investi sur la préparation. On intègre l'équipe, on finit d'écrire la recette ensemble. On
fait la recette, donc c'est au moment de la fabrication. Et nous, on est vraiment là en mode pompier pour voir que tout se passe bien et on est prêt à tirer dès que ça bouge. Exactement, c'est ce que tu viens de dire. J'aime beaucoup l'idée d'écouter les chefs de poste qui ont l'expertise que tu as recrutée parce que tu leur fais confiance, de comment on fait le mieux, comment tu peux mieux faire le boulot possible, parce que c'est ce qui va nous donner le meilleur résultat. On va tous faire de notre mieux, mais on doit tous pouvoir créer le dispositif pour les personnes. Et moi, j'ai beaucoup appris sur le deuxième, notamment avec l'ingénieur du son, parce que c'était vraiment un département que j'avais tendance à négliger par mes connaissances. Souvent en prod, malheureusement. Et je me rappelle, Pierre, il a fait du lumière et tout ça, et c'était en même temps un artiste et un technicien. Et il m'a dit, et moi, ma note d'intention, tu ne me la demandes pas patience. Je dis, ah bon, vous faites des notes d'intention? Vachement bien. Exactement, j'étais là, et là, j'ai appris sur le son. Il fait, mais moi, je suis du sound design. Et il m'a expliqué c'est comment il va écrire l'histoire en son. J'ai adoré ce moment, c'était juste fantastique. Je le remercie parce que je me suis dit, mais oui, chaque chef de poste, tout le monde raconte l'histoire. Ah oui, bien sûr. Donc, tout le monde doit avoir sa note d'intention, faire ce travail de quand tu recrutes. C'est Spielberg qui le dit. Une fois que j'ai recruté les chefs de poste, je les laisse, eux, prendre leur part et ils viennent, la réunion est vraiment autour de... chacun s'est réapproprié le projet pour le réécrire avec son expertise. Voilà, son expertise. C'est ça, son champ d'action. Ingrédient aussi hyper important. Voilà, on travaille comme ça. Mais c'est ce qui rend le métier passionnant. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est justement de voir comment chaque cerveau adapté à son domaine d'expression va venir enrichir le projet. Donc, la force, c'est ça, c'est de travailler sur du court-métrage, de le voir à petite échelle et après de le voir à une grande échelle. Parce qu'après, j'ai eu troisième exemple, c'est à Netflix. C'est vraiment de voir comment les studios travaillent. C'était ce que j'avais vécu à une plus grande échelle, à l'échelle de studio, de voir les départements. C'est des réunions pour ceux qui ont des retours sur comment ça se passe potentiellement avec des streamers à l'américaine, tout simplement. C'est qu'il y a des chefs de poste en studio, avec des grosses discussions avec les chefs de poste de projet. Tout le monde vient avec des intentions. Tout le monde fait des decks, tout le monde est pitcher, tout le monde pitch. On pitch à tous les niveaux, que tu sois... on pitch, juste pour préciser, c'est en gros, on doit convaincre. On doit rassurer et convaincre en permanence sur l'apport qu'on veut faire sur le projet. Exactement. Et donc, les chefs de poste pitch, les commissionnaires, les gens qui achètent quand c'est des investisseurs, après ils repitchent le projet qu'ils ont acheté, ils doivent convaincre parce qu'ils doivent le défendre, ce budget aussi. Et donc, cette coordination, ce travail de réappropriation de l'histoire, de la création, de se dire, OK, moi j'y crois, mais pourquoi j'y crois avec tel paramètre et comment moi-même je vais faire mon travail par rapport à cette histoire. Alors là, j'ai plein de questions, mais on va rester sur le sujet. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ouvre la fenêtre, mais on ne va pas y aller, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais moi, ce que je comprends de la différence, par exemple, entre finalement la production indépendante pure, de court-métrage, de long-métrage, de série, enfin, de tout format, on va dire, de production, et la production finalement dépendante à travers la collaboration avec les streamers, que ce soit Netflix, Prime ou autres, c'est qu'il y a deux couches, je dirais, d'intrication des intentions et des volontés artistiques. Il y a la couche de l'équipe propre au projet. Donc là, on reste dans l'idée de ce que tu nous as expliqué avec tes deux courts-métrages, où on fait attention au recrutement, on fait attention à l'harmonisation des équipes entre elles pour que finalement, elles viennent enrichir le projet par leur compréhension du métier et leur vision aussi du projet avec leur angle précis d'expertise. Et là, dans le côté streamer, il se rajoute par-dessus l'identité propre du studio. C'est-à-dire que le studio a aussi, je dirais, ses règles d'identité de sound design, d'identité visuelle, d'identité artistique. Et donc, il faut en plus rajouter pas cette contrainte, mais presque cette adaptation. C'est ça. J'ai appris avant toute l'importance de formaliser. J'aime les chiffres et les statistiques, mais je dirais qu'aujourd'hui, dans cette évaluation de projet, parce qu'on parle bien de projet, tout à l'heure tu parlais de produit, et c'est vrai, maintenant on parle de content, on parle de contenu, c'est une réalité. La part artistique projet, finalement, parce que créatif, c'est ça la plus question, large. C'est quel est le champ d'expression finalement de chacun avec cette deuxième couche.
C'est 20% t'as pas répondu l'artistique. aujourd'hui, Non, mais- mais l'artistique, c'est 20%. C'est-à-dire Ah sur ouais. une grille d'évaluation. Waouh. Ouais. Après, c'est un investissement. C'est un investissement. Et résultat, tous ces chefs de poste, en termes d'expertise, tout le monde va donner son évaluation et sa mesure D'accord. risque, Ouais. tu vois, sur le projet. Hmm. Et c'est là où c'est intéressant parce que je me Ouais. suis rendu compte que je le faisais à une petite échelle. Ouais. Ouais. C'est-à-dire quand tu crées ce dialogue et la conversation correctement avec tes chefs de poste, Hmm. quelle que soit l'échelle où tu fais ton projet, Oui. et d'avoir conscience de ça, tu Oui. vois, et même quand tu scales, quand tu es dans une grosse échelle, les parties prenantes et Oui. les faire contribuer, aussi, Oui. c'est les engager. C'est un bon entraînement. Finalement, C'est un quand tu es en super bon prod entraînement. indépendant sur du court-métrage, Mm. tu le fais déjà. C'est-à-dire Bien sûr. qu'il y a le projet en lui-même qui va exister et qui va trouver son identité propre grâce aux expressions de tous les techniciens. Exactement. Mais toi, en tant que productrice, Mm. tu veilles aussi à ce que ce soit cohérent par rapport à ta ligne éditoriale, Complètement. à l'identité même de ta structure que tu veux donner à travers tes projets. Et là, c'est juste que quand on passe version studio, c'est un peu plus grand, mais finalement, c'est la même logique. C'est la même logique. Ok. Et même donc la mission, le programme où j'étais, c'était de comprendre cette logique et de Oui, c'est pas la évident. faire comprendre aux créatifs, aux scénaristes, en disant, en fait, les dialogues vont se faire. Cette conversation, on va l'avoir aux États-Unis. Donc, beaucoup plus tôt. Les chefs de poste interviennent beaucoup plus tôt, quasiment. Ce qui est bien. En série, ce qui est très bien. Ce qui est bien. Oui. Et alors qu'en France, comme tu l'as dit juste ils tout à interviennent l'heure, très tard. Ils ont très peu de temps pour faire des propositions pertinentes. D'ailleurs, c'est une mauvaise pratique, finalement. Ouais. Souvent, ils viennent corriger au lieu de venir sublimer. S'ils arrivent tôt, ils peuvent sublimer. Quand ils arrivent trop tard, en post-prod, ils corrigent, ils rattrapent. Oui, ils sont en réaction et pas finalement Exactement. en proposition. Exact. Donc, moi, ce que je retiens de ta bonne recette, c'est ça. C'est la clé, c'est d'avoir un bon recrutement et aussi d'intégrer le plus tôt possible les équipes techniques sur le projet pour qu'elles puissent justement être force de proposition et permettre au projet d'exister dans sa meilleure forme parce que chacun aura eu le temps d'y réfléchir, de proposer, de contribuer, de mettre en fonctionnement ce cerveau collectif propre à la production. C'est exactement ça, tu l'as bien résumé. C'est une question de timing, c'est comment les experts, chaque chef de poste, raconte puis en plus, c'est hyper enrichissant pour l'avoir fait moi aussi sur plusieurs de mes projets. C'est génial. Enfin, c'est quand même à chaque fois, c'est pour ça que c'est passionnant. Ça fait changer de dimension les projets. C'est toujours un bénéfique pour les projets. C'est complètement que bénéfique. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup pour ce partage de bonnes recettes. Ouais. Comme on a pu le voir, il y a plein de questions. Enfin, moi, j'ai plein de questions, mais je me retiens. Je pense que je te réinviterai, patience, parce que là, tu as ouvert quand même des... Ah oui, je sens. Ah oui, là, je me retiens, vraiment. Okay. C'est dur. Mais on est déjà bien avancé dans notre petit timing et je préfère faire un truc un peu concentré pour l'instant. Donc maintenant, on a eu cette bonne recette qui est pour moi une bonne recette clé, qui fait partie des piliers d'une production saine et sereine. C'était super, on apprend beaucoup, mais on apprend encore mieux avec les mauvaises recettes. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour nous en partager quelques-unes ? Oui, j'en ai sélectionné. J'en ai pas mal, mais j'en ai gardé deux, un peu trois, pour montrer un peu l'évolution de comment j'ai intégré les enseignements de ces recettes. Donc, il y en a toujours de l'ordre du court-métrage. Oui. Ça reste un format hyper formateur. C'est la grande école. C'est de terrain. Comment résumer ? À un moment, dans ma deuxième boîte de prod, Good Stuff, je comprenais que j'avais peut-être pas assez de réseau, que je répondais peut-être pas à des besoins du marché. Donc, je pense que je suis très bonne à trouver, à comprendre les tendances sociétales. Oui. Et donc, et au-delà de la tendance, des histoires à raconter selon de différents points de vue. Donc, sur un projet, je vais le nommer, Jian, c'est un projet qui a abordé le sujet des... comment on peut dire en anglais, j'ai pas le nom de ces termes, comment dire, c'est de guérir la sexualité de personnes homosexuelles. Ah oui, les centres de guérison, j'ose pas dire un mot comme ça, mais c'est le terme où c'est souvent lié à la religion ou autre. Et c'était abordé à travers deux personnages, un couple de femmes qui se retrouvent du coup séparés
par rapport au fait qu'une n'est pas à l'aise dans sa sexualité et décide D'intégrer, via les suggestions des parents, mais d'intégrer ce type un de centre. centre. Ouais. Quand je le pitch comme ça, c'est super. Sauf qu'on s'est concentré sur un personnage qui... Il y avait une envie de faire un diptyque. À ce moment-là, je sens que le sujet, c'est de parler de ces centres. Sauf que je réalise assez vite que le court-métrage qu'on m'a proposé allait parler d'autre chose, allait aborder de loin ces sujets, mais qu'on allait être sur l'autre personne. Oui, et donc finalement, c'était pas un hors-sujet, mais presque un faux sujet. Ouais. Il y avait l'arbre qui cachait la forêt, c'était on va parler de ces centres de torture psychologique pour obliger les gens à changer d'orientation sexuelle. Ouais. Mais en fait, derrière, quand tu as lu le scénario ou que tu es allé plus loin dans le projet, tu t'es rendu compte qu'on parlait d'autre chose. C'est ça? Le talent, moi j'ai eu quand même un coup de cœur pour le talent qui m'a apporté pour moi un sujet que je ne connaissais pas, que je découvrais. Et je suis tombée plus amoureuse du sujet que finalement que le court-métrage. J'ai vu quelque chose qui n'était pas sur le papier, en fait. Oui. Et je me suis sentie jeune productrice, mais j'avais déjà de l'expérience. Mais à ce moment-là, bonne sympathie de talent, une demande, une tendance sociétale où les sujets LGBTQ étaient... C'était d'actualité. Ça commençait exactement à émerger. Et il fallait trouver des sujets comme ça, de les aborder. Donc, j'ai navigué autour de ces sujets-là. C'était apporté par d'autres projets que j'avais. Je parle d'il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et donc, je me dis, bon, on va faire un diptyque. Donc, je vais dans le compromis pour satisfaire en même temps le talent qui avait, faut se le dire aussi, une volonté d'être dans un rôle qu'elle avait envie d'incarner. D'accord, donc en fait, le talent, c'était l'auteur qui t'a amené ce scénario-là. Et comédienne. Et qui était aussi comédienne. Exactement. Et qui allait interpréter qui voulait interpréter le rôle principal, j'imagine. Oui, dans le rôle principal, mais du sujet d'à côté. On va dire ça comme ça. D'accord, du double sujet caché. Voilà, du double sujet caché. Donc, dans l'ordre des choses, je fais short, on fait du crowdfunding, etc., etc. Donc, c'est un appel à paiement participatif. Maintenant, c'est commun, on le fait pour plein de trucs. Mais à l'époque, c'était encore nouveau. C'était encore nouveau. Comme tu sais, campagne quasiment ça demande beaucoup d'investissement. Tout à fait. Tu engages les gens, tu fais une promesse, tu c'est dois une autre délivrer. gestion budgétaire aussi. Exactement. Puisque, et la promesse était sur les deux, en fait. Parce qu'en vérité, ce qui était attractif, c'était les deux courts-métrages. C'était le fameux sujet de ce centre. Ça devait être en deux parties. C'est-à-dire un point de vue de chaque femme du couple. Oui, d'accord. Ok. Finalement, on arrive à financer que le premier. D'accord. On le fait. En été, je fais cours. Premièrement, je garde mes bonnes recettes. Je me dis, je veux telle équipe, je recrute telle. Comme ça, je sais que ça va fonctionner. Voilà. Parce que je me suis dit, avant tout, je voulais délivrer. Et puis, j'avais eu des belles approches de chaînes qui disaient, c'est des bons sujets. Avec des envies de documentaire, tout ça. J'ai dit, bon, on va faire par étapes. Et là, j'étais vraiment, en tant que productrice, dans une stratégie de répondre au marché, d'avoir une longueur d'avance. Donc, il fallait délivrer. Donc sécuriser la fabrication d'un bon produit. C'est ça. Ouais. Je me dis, bon, c'est... Je vais le dire là, on est en confiance. Je me disais, bon, ça devrait convenir. C'était même d'utilité publique. Je voyais du France 2, du France 3, tu vois, j'étais dans cette dynamique. Je me disais vraiment, c'est des sujets nécessaires. Et sauf que, voilà, court-métrage, on part en production, on sait qu'il y a une promesse d'argent qui n'arrive pas au final. Donc un investisseur qui vient en préachat et qui va se désister. Même pas, un investisseur, on va dire, département. Comment on dit Une commune. Une commune, voilà, exactement. Donc en fait, il y avait le paiement participatif, donc la collecte que vous avez réussi à avoir auprès du grand public, et une commune qui s'était engagée à soutenir aussi le projet avec un apport financier. Oui, parce que je précise, la comédienne, l'auteur, était aussi coproductrice avec son association. D'accord, parce que je me suis dit, moi, ça peut aider, pour la responsabilisation de son projet. On était dans une dynamique de partager aussi les responsabilités sur le projet et de faire. Donc, elle me dit, parce que c'était une commune
qu'elle connaissait, où elle a grandi, etc. Je fais court. Donc, il y avait cette promesse qui n'était pas anodine, qui représentait 50% du budget. Hein. Ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. D'accord. Donc, nous, on y va. Ouais. En se disant, il y a la promesse, on prend les risques, on avance, comme chose que normalement les producteurs ne font pas trop, hein, sur les fonds. On apprend comme ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même prouver qu'il y a les fonds et prouver qu'on aura accès à ces fonds. Exactement. Donc, on fait les choses, on va se le dire à l'envers sur des choses. Moi, je prends maintenant avec du recul. Bien sûr, j'ai conscience que je commence à prendre pas forcément les bonnes décisions, mais je suis très engagée et j'y vais. Et là, force de date, j'ai pas le même engagement de mes équipes et de mes chefs de poste qui, moi, d'habitude, me sécurisent. Oui. Pas disponible aux dates. Pas disponible, et je pense que pas forcément l'intérêt pour le projet. Oui, ils sentaient qu'il y avait un truc peut-être pas clair. Des fois, il y a l'instinct qui parle. Bien sûr, complètement. Et aussi parce que quand on est dans du court-métrage, la promesse que tu fais quand tu peux pas payer, c'est que tout le monde aura une bande démo, quelque chose. Tu vois, tu gagnes quelque chose, il faut que ça serve. Donc là, j'ai bien senti que certains chefs de poste ne voyaient pas l'apport pour leur CV ou leur carrière. Et puis parce que pour l'une des premières fois, j'étais vraiment en coproduction, donc je partageais les décisions avec l'auteur. Avec l'auteur qui n'était pas une productrice. Et puis c'est un sujet sensible quand même. C'était il y a 10 ans, donc c'était pas aussi libre, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire aujourd'hui, mais c'était encore plus compliqué il y a 10 ans de traiter ces sujets-là. Complètement. Donc on y va parce qu'on se dit faut y aller. Moi, grosse dépense d'énergie qui, encore une fois, contourne des vrais sujets que j'avais envie d'aborder. Un biopic qui était en développement, qui abordait aussi ces sujets. Enfin, en fait, il y avait tout un environnement qui a... je pensais mettre des étapes, mais ces étapes étaient toujours beaucoup plus longues. Je contournais, selon moi, maintenant, avec le recul... je commençais à contourner mes propres valeurs et mon système qui fonctionne. Et là, normalement... C'est déjà une alerte. C'est déjà une alerte. Beaucoup de red flags. Voilà. Il y avait beaucoup de red flags. Et quand tu y vas, tu commences en plus à ceux qui sont tes forces, tes alliés, ton équipe, qui te voient prendre des mauvaises décisions, commencent à aussi t'en vouloir. Ils vont avec toi parce qu'ils vont pour toi. Ouais. Mais bon, ils se forcent. Ils se forcent. Et toi, tu vas dans un projet qui n'est même pas un projet passion. Oui, parce que tu te dis, mais en fait, c'est le business, c'est l'industrie, ça va marcher parce que c'est un sujet qui... Oui, toi, ta stratégie, c'était de dire, je le fais parce que ça peut me permettre de prendre une place pour pouvoir diffuser d'autres trucs après, quoi. Ce qui est une bonne logique. Qui était une bonne logique. Et en plus, parce que j'avais des conversations à Cannes, on est allé à Cannes, on est là, de chaînes, de gens toi, tu dis, c'est bon, ça peut le faire. Et vous n'auriez pas une version téléfilm, tout ça. Donc, tu t'ambiances en disant, OK, on va faire les images pour la version, téléfilm, tout ça, montrer ce qu'on sait faire, etc., etc. Donc, j'ai pas les équipes que je veux. Là, gros red flag à la base, mais j'y vais parce que on est engagé, que j'ai une coproductrice, co-auteur qui a des attentes aussi. Des attentes, et puis on a fait du crowdfunding, on a dit donc il y a un délai. On a un délai. Alors on y va. Là, je fais court, équipe malheureusement de compte de second choix, donc pas très professionnel, pas très engagé. En plus, c'est l'été, on est en région, une petite région très sympa, mais tout le monde a cru que c'était la colonie de vacances. À mes frais, aux frais de la boîte de prod, plein de... Voilà, tous les red flags qui s'allument d'un coup. Et là, je me rappelle me sentir très, très, très seule. Oui. Pour plein de raisons. Je soutiens pas comme il le faut les chefs de poste. Je suis pas avec des professionnels. Donc, pour 50% de l'équipe, résultat, je ne peux pas avoir des discussions. Et oui, parce que tu n'as même pas le temps de faire la pédagogie pour, à la limite, les accompagner vers ces métiers-là. Hein. Ça, on peut le faire, mais c'est du temps à intégrer. Exact. Et en plus, tu es quand même multicasquette. Tu es encore une fois prod, réalisatrice, et à moitié de dire prod quand même. Ouais, alors là, c'est mon associé qui est plus en mode dire prod, tout ça, mais... Junior, parce qu'à la base, elle est comédienne. Enfin, que des red flags, que des triples doubles, les casquettes, tu peux pas, etc. Et à chaque fois, faire et la pédagogie et l'accompagnant, et en plus te concentrer sur ton obligation de réalisation. Bon. Et là, heureusement, le muscle multicasquette, etc., je l'active, parce que je suis à 72 heures. On est parti pratiquement plus d'une semaine. Donc déjà, ça revient cher. Oui. On tourne, c'est pas du tout la productivité que j'attends. J'ai certains
Ça va pas, quoi. Au bout de genre, 3 jours. voilà, et en plus, avec toutes les choses que j'aime pas, des techniciens qui parlent mal aux femmes, qui pensent qu'ils ont tout compris en technique et qui n'acceptent pas qu'un chef de poste. Parce que j'avoue, j'avais pour politique de favoriser des chefs de poste femmes. Parce que Oui, on a envie, quoi. on a envie, quoi, tout simplement. Et voilà, j'ai eu des phrases mythiques du genre à la chef-op, qui pour moi est une chef-op très compétente. Et on lui dit, t'as fait ta liste de shopping, etc. Des gens que clairement, Oui, je me disais, du si j'ai de mépris l'argent, sur le j'aurais genre. dû les virer. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, je l'ai dit quand même, je l'ai exprimé en disant, franchement, j'en ai de l'argent, je t'aurais pas pris parce que pour un moment, il faut dire les choses. Et à des moments, j'ai dû dire à des équipes, à des personnes de l'équipe, au fait, si t'es pas content, tu pars. Oui. Et puis, bon, bah, c'est pas grave, hein, en mode guerrière, hein, comme j'ai une multicasquette, on va gérer. Tu vois, je savais qu'en vérité, je gérais, ça va être plus de boulot, je vais pas dormir. Mais à un moment, bon, les personnes restent finalement, parce qu'avec une conscience, oui, tu vois, quand même, de prise d'otage, hein, ça c'est de la prise d'otage, moi, pour moi, à ce moment-là. Pas de professionnalisme, des gens qui boivent, mélangent sexe, tout. Enfin, tu vois, genre, guys, on est là pour travailler, mais non. Et au bout d'un moment, mode automatique. Heureusement, j'avais une super script qui est devenue en même temps première assistante. Ouais, qui te seconde comme elle peut, quoi. Je l'ai appelé mon deuxième cerveau, quoi. Ouais. Qui me seconde. Et là, on regarde plan de travail et les plans à tourner. On se rend compte qu'on a tourné. Il reste 2 jours pour faire le job, 60% ou 70% presque du court-métrage. Là, j'y vais. Heureusement que le découpage était nickel, tout était truc. Oui. J'y vais, je tourne en mode téléfilm. Bah oui, pas le choix, faut livrer, quoi. Faut délivrer. On y arrive. J'ai ce qu'il faut, j'ai le matériel pour le montage, tout ça, etc. Je passe les histoires de post-prod. Je me dis, bon, je veux plus revoir cette équipe pour la plupart. Bah oui, trop dur. Ouais. Tu vois, c'est pas genre le pot de tournage. D'où l'importance aussi des valeurs humaines. C'est-à-dire que c'est pas seulement les compétences ou, je dirais, l'idée qu'on peut avoir de ces compétences, mais aussi finalement, quel humain je suis pour pouvoir travailler en équipe et que ça se passe bien. Exactement. Et ça, c'est quand même clé. J'ai même vu une patience que je connaissais pas. C'est-à-dire, c'est tellement... à un moment, je voulais même plus être là. Ça te pousse à bout, quoi. Ah, ça me poussait à bout. Je n'avais pas d'énergie. J'ai trouvé de l'énergie sans la fin parce que j'étais dos au mur. Mais à des moments, je ne parlais presque plus. Ah oui, c'est dur. C'était très, très dur, très douloureux. Et voilà. La post-prod se passe. J'imagine tout aussi compliqué. Voilà, parce que généralement, ça, comment je pourrais dire, c'est contagieux. Oui. Ça contamine toutes les étapes. Exact. Donc, post-prod pénible. Donc, tu t'auto-flagelles tous les matins pour y aller en disant il faut le faire. Voire je n'y vais presque plus. Carrément, ouais. Là, je dis à la co-auteure, responsabilité, vas-y. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, comme elle t'a un petit peu lâché en cours de route et que finalement, il y a eu cette promesse de financement qui n'est pas venue, que tu as dû faire pompier en prod alors que le projet était engagé. Et le deuil de se dire, il n'y aura pas le deuxième projet. Ah bah non, oui, bien sûr. Oui. À un moment, il faut accepter de ne pas se faire mal. Ouais, voilà. Tu dis, il n'y aura pas donc ce deuxième projet. Je tourne quelque chose que je pense que je ne vais pas promouvoir puisque t'assumais pas. Ouais. On regarde le court-métrage. Oui, j'assumais pas. Je savais. On aurait pu mettre X réalisé par Allo YZ. C'était la même chose, mais c'est pas grave. Délivré, bien propre. Je me dis bon, je suis prête à aller faire. Diffusé quand même. Il a été quand même. Oui, il y a eu des projections. Il a fait des tours de festival. J'ai laissé, je le reconnais, et j'aime l'idée de rendre ça public. La responsabilité à la co-auteure de faire la promotion de ce qui était une œuvre qui était pour elle. Oui, en plus. Oui. Un moment aussi. Et puis, je suis passée à autre chose. Mais alors, patience, est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat ? Oui. Alors, j'assume complètement de mettre ses pieds dans le plat. Hein, mais est-ce que c'est déjà pas un red flag quand même ? Les auteurs, actrices, productrices qui veulent se mettre en avant. Enfin, moi, je ne suis pas contre, mais ça veut dire qu'il faut quand même préparer avant pour bien être clair sur qu'est-ce que ça implique d'avoir tel rôle, quelles sont les responsabilités qui vont derrière. Mais moi aussi, je l'ai vécu sur un autre projet de court-métrage pareil. Donc, une comédienne qui écrit son propre court-métrage et qui veut le produire, le réaliser. Pourquoi pas ? Moi, je comprends l'envie d'apprendre, etc. Mais finalement, derrière, qui n'assume aucune responsabilité quand ça se passe mal. Donc, comment... Enfin, moi, je pense que c'est aussi très révélateur du problème qu'on a en production. C'est-à-dire que c'est un métier qui nourrit énormément de fantasmes
Et finalement, beaucoup de personnes oublient derrière le niveau de responsabilité que ça implique. Bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être autrice? C'est quand même aussi un métier à responsabilité. C'est un métier, c'est-à-dire que ça demande du travail. Clairement. Que tout le monde peut être auteur, je suis d'accord, mais ça demande aussi beaucoup de rigueur, de travail, d'acculturation, de comment je me nourris pour bien travailler. Ok, je suis autrice, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comédienne, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je travaille? Mon rôle de comédienne, c'est quoi ma responsabilité? Comment je m'investis dans le projet? Je suis réalisatrice. Pareil, ça veut dire quoi? C'est quoi mes responsabilités? Comment je m'intègre avec l'équipe? Comment je fais ma prépa? Quel est mon rôle à la fabrication? Quel est mon rôle à la post-production? Et enfin, je suis productrice. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, j'ai aucun problème avec le cumul des casquettes. On est obligé de le faire aujourd'hui. Et en plus, je trouve ça passionnant et enrichissant. Maintenant, il faut les mettre dans le bon ordre. Et il faut quand même, derrière, avoir conscience que ça demande du boulot. C'est pas juste de se donner un titre. À refaire, je le recommanderais pas. Dans le sens, ce qui m'est sorti on peut le dire clairement, je me suis dit déjà, je suis sortie, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je veux travailler avec des professionnels. Qu'on ait un langage commun. Et avoir conscience de ses priorités. Priorités. Parce que souvent, et de responsabilité. Quand on gratte, on se rend compte que les actrices, elles veulent être actrices. Oui. Donc elles écrivent parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles veulent se créer leurs opportunités, ce qui est une super idée encore une fois. Exactement. Mais maintenant, il faut avoir conscience de dire tout de suite, bon ben voilà, patience, j'ai écrit un court-métrage, je veux que ce soit surtout pour me servir ma casquette d'actrice, comment on fait? Et là, c'est intelligent et on peut construire un truc cohérent et qui est adapté aux personnes. Tu l'as très bien formulé, c'est qu'à la fin, on a eu cette conversation. Parce que je lui ai dit, en fait, stratégiquement, c'est l'autre court-métrage qui est plus pertinent à faire. Le vrai but, c'était ça, c'était pas de parler d'un sujet. Dire, non, mais là, moi, j'existe pas dans ce court-métrage puisque c'est l'autre point de vue. Donc elle était frustrée, donc elle s'est désengagée. Bien sûr. Du coup, tu t'es retrouvée à tout porter, mais parce qu'elle n'a pas assumé de dire dès le départ, mon objectif, c'est de me mettre en lumière parce que je veux lancer ma carrière. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'énergie qu'elle était prête à mettre, c'était parce qu'elle a écrit pour elle sa carrière. Et ça a fédéré, ça a attiré beaucoup de lumière. Elle a vécu des choses c'est super, pas évident non plus, parce que c'était pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, elle est productrice. Je dis, je t'invite à faire de la production et puis on en reparlera dans quelques années, en fait. Tu vois, puisque si elle veut. Non, elle l'a fait parce qu'elle pensait... Aujourd'hui, les gens, ils pensent quand ça se passe bien. Oui. Ou quand ça paraît facile, moi d'expérience, il y a des choses maintenant je fais, donc les gens se disent c'est facile à faire, tu connais ça. Oui. Et après quand ils se retrouvent, je dis non, va, tu vois, parce que là, quand ça se voit pas, c'est que ça a été bien préparé, etc. Mais je passe certains détails et aujourd'hui, je pense que être professionnel en France, c'est apprendre son métier, comprendre son métier, comprendre les métiers des autres et ce que ça implique. Oui. Et aux États-Unis, le niveau de comédiens qui se permettent donc de faire le multicasquette, c'est parce qu'ils ont un niveau de professionnalisme qui est complètement différent du nôtre. Et les gens sont inspirés de certaines personnes, mais ils mettent pas le travail et la connaissance business qui est nécessaire autour de ce que ça implique. C'est ça. Et je dis pas que tous les comédiens à Hollywood, mais le level pour pouvoir accéder et faire ces choses-là, ils ont des équipes. Ils sont ils se sont entourés, ils apprennent. Et ils apprennent. Et après, moi, je trouve que le piège, c'est aussi de... En fait, ce qui est dur dans nos métiers, parce que comme tout est passionnant, on a envie de toucher à tout, et c'est complètement légitime. C'est passionnant. Enfin, même nous deux, on l'a fait, on a touché un petit peu à tout. Le conseil, quand même, que je garderais de cette mauvaise expérience, tu vois, c'est de prioriser ce qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Clairement. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qui fait fort, quoi. Si c'est l'actorat, c'est l'actorat. Exactement. Comment je peux apprendre un peu de production, apprendre un peu de réalisation ou de méthode d'écriture pour servir mon objectif d'actrice ou d'acteur? Et ça, c'est complètement légitime. Et en plus, c'est hyper enrichissant. Je suis complètement d'accord. Moi, mon dada, c'est la direction de la photo. Ok, super, mais pour l'instant, je suis assistante de prod ou assistant réalisateur. Comment je peux faire pour, avec cette casquette qui me fait vivre, aller enrichir la direction de la photo? Parce que c'est ça qui me fait vibrer. Et en fait, c'est peut-être ça la clé, c'est de prioriser ce qui nous fait vibrer, vraiment kiffer, et de réfléchir comme ça. De prioriser, c'est important. Ensuite, c'est qui va pouvoir faire le job. Sur
sur ce court-métrage, si je devais prioriser ce qui me faisait plaisir, j'ai pris une chef-op qui, pour moi, était la chef-op qui, à défaut d'être moi la chef-op, était bien. Représentait ce que je voulais en lumière. Ouais. Donc, j'étais tout à fait à l'aise. C'était une division de moi, D'accord. de transfert. Genre, voilà, j'avais l'impression d'être là, à la lumière, parce que j'aimais beaucoup le travail de cette chef opératrice. En production, c'est parce qu'il fallait que quelqu'un fasse le job, qui ait l'expérience, qui aurait les réflexes, etc. Et une compréhension de tous les métiers, chose que n'avait pas la co-auteur. Et en effet, pour qu'elle puisse jouer. Bah oui, donc elle a eu un une engagement. Responsabilité, mais je devais quand même sécuriser le fait qu'elle puisse faire ce qu'elle avait à faire. Et le deuxième aspect, c'est que moi, j'étais déjà à un stade où j'avais pas besoin de title, tu vois, j'avais pas besoin de titre. Donc, à des moments, tu fais des trucs, je le mets même pas au crédit du générique, parce que sinon, ça devient... tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ça devient... Après, ça peut être une blague. Hein. Il y a des films où on le fait parce qu'il y a le même nom à tous les postes, et c'est drôle. C'est-à-dire, on prend la blague qu'il veut, mais... Oui, je comprends. À un moment, tu ne peux pas tout lister. Pour te donner une anecdote, à un moment, il y a eu un désengagement de la maquilleuse parce qu'elle avait des problèmes personnels. Et elle me dit texto, parce qu'on se connaissait et ce n'était pas professionnel. En impatience, là, je ne le sens pas, je suis fatiguée. Vas-y, toi, maquille. Voilà, je fais une minute de silence dans ce grand moment où tu te dis, je me retrouve à faire le make-up. Ouais, ça c'est. Parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait du make-up. Bah oui. Tu vois. Et je sais faire du make-up. Mais est-ce que je suis allée prendre le crédit make-up? Non. Parce que j'avais juste même pas envie de dire cette anecdote. Tu vois, je pense qu'il y a plein de productrices ou de réalisatrices qui ont ces anecdotes-là. C'est dur. C'est ce genre de choses qui, oui, bien sûr, c'est dur. Mais je te rejoins. Je pense que le retour à tout ça, c'est... pour résumer, c'est attention aux nos multicasquettes pour se donner des opportunités. Oui. Parfois, parce que c'est bien, ça nous crée des muscles, mais il y a une force à développer, à aller straight to the point et développer son expertise aussi pour pouvoir scale, c'est-à-dire évoluer et passer à l'étape supérieure, échelle supérieure, sur une ou deux casquettes Ça demande d'être très clair avec soi-même sur mon vrai objectif de cœur, c'est quoi. C'est ça. Ce qui n'est pas toujours évident et c'est normal. Donc rassurez-vous, pour ceux qui nous écoutent, qui ont tenu toute cette heure. Mais c'est très bien, c'est passionnant. Mais c'est vrai que le cœur finalement du sujet, c'est de s'écouter déjà et de garder en tête le plus fermement possible quel est l'objectif réel de la casquette que je veux prendre, pourquoi, machin, etc. Écoute, patience, merci, c'était passionnant. C'est très, très riche. Voilà, le pourquoi, oui. Mais d'avoir un objectif clair. Clair. Parce qu'ils sont tous bons, c'est ça qu'il faut se dire. Tous les objectifs sont bons. L'objectif de se dire, je vais écrire un scénario pour me mettre en lumière en tant qu'acteur ou qu'actrice, il est bon. Comment je peux le faire en bonne intelligence sans que ça m'abîme, sans que ça abîme les gens que je vais aller chercher en collaboration et que ça reste gagnant-gagnant pour toutes les personnes que je vais impliquer sur mon projet. Quand on pense comme ça, généralement, ça se passe très bien. Et on a aussi des anecdotes quand même, heureusement, où ça se passe bien parce qu'on prend conscience de ça. Mais c'est vrai que c'est des métiers où on s'abîme souvent. On se fait quand même très mal parce qu'on oublie notre objectif profond. Et c'est ça, je complète l'objectif avec la vision de se rappeler. Mais le succès, il ressemble à quoi? La réussite de ce projet. Oui. C'est quoi mon succès? Et quand tu perds la direction et quand tu te rends compte que ta réussite, c'est pas la même que l'autre. En fait, vous êtes plus dans la même... Et vous avez des enjeux et des objectifs finalement différents parce que la réussite du projet est différente, la vision est différente. Et ben c'est là où il y a eu toutes ces dissonances, etc. Donc, tu as raison. Oui, objectif et vision du succès, c'est aussi quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir mettre des mots dessus, parce qu'en anglais, c'est toujours plus simple. Il y a une phrase où, à Netflix, c'est « How success looks like ». Tu vois, à quoi ressemble le succès et cette vision? Et répondre à ça, c'est pas évident. Ben non, c'est-à-dire pas vraiment, évident. Tu vois, dans ta grande vision, même une fois qu'on C'est quoi le succès? C'est quoi le succès de ce projet? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépasse même la post-prod, le machin de trucs. De ce projet, mais au-delà de ça, c'est quoi le succès pour moi en tant qu'individu?
Bon, je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion. C'est profond, mine de rien, parce que même nous, on se pose constamment la question. Enfin, moi, personnellement, je me pose constamment la question. Pour être complètement transparente, moi, mon objectif de cette année, c'est de me faire plaisir. Je me suis mis un mantra, c'est prendre du plaisir dans ce que je fais. Est-ce que c'est une vision d'un succès ? Oui, je pense que ça peut être un succès, mais c'est une bonne question. Donc, c'est quoi le succès pour soi, finalement ? Comment on sait qu'on est dans la réussite pour soi-même ? Patience, merci beaucoup pour cet épisode. C'était passionnant. Je pense que je te réinviterai parce qu'il y a plein de questions que je me suis interdite de te poser pour ne pas déborder plus. Sinon, on part pour 3 heures de podcast. Oh my God. Ce qui peut être bien, hein, mais on peut faire une série peut-être sur l'expérience Patience Priso. Enfin, je pense que c'est vrai parce que, en fait, on vit tellement de choses humaines qui sont inattendues et imprévues qu'on peut en parler pendant longtemps parce que l'analyse derrière qu'on fait, elle est hyper enrichissante et très formatrice. C'est clair. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien retenu des leçons grâce à l'expérience formidable de Patience. Patience, merci encore beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Et puis voilà, vous pouvez donc nous retrouver pour l'instant sur YouTube et prochainement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Je vous mets tous les liens pour aller voir et suivre le travail de Patience et son évolution passionnante en commentaire ou en bas en fait de la vidéo de YouTube. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Patience, merci encore. À bientôt. Merci Virginie, à bientôt.